Le 19-20, l'actualité nationale et internationale. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Moins de bouchons que prévu pour le grand chassé-croisé de l'été, mais un pic de 610 km quand même à la mi-journée. Les automobilistes ont pris leur mal en patience avant d'arriver sur leur lieu de vacances. Des dépenses mieux contrôlées, les emplois familiaux de collaborateurs interdits. La loi de moralisation de la vie politique a été adoptée la nuit dernière. Plus de transparence, mais certains points restent encore flous, nous le verrons. Après les incendies de cette semaine, Bormes-les-Mimosas, l'une des communes les plus touchées, tente de tourner la page. Mais ce ne sera pas simple au milieu de ces paysages dévastés pour longtemps. Le bilan du tourisme au mois de juillet, nous irons dans le sud-ouest où les professionnels, à la mer comme à la montagne, sont déçus. La météo ne les a pas aidés. Et puis nous découvrirons un concours méconnu, celui des prairies fleuries. Un jury se déplace dans tout le pays pour récompenser les éleveurs qui favorisent le plus la biodiversité. Bison Futé a donc été trop pessimiste. Ce samedi de chassé-croisé entre juilletistes et haussiens devait être une journée noire pour les départs en vacances avec des bouchons records. Mais le pic à la mi-journée n'a pas dépassé 610 km. C'est moins, par exemple, que lors du week-end du 14 juillet, ce qui ne consolera pas tous ceux qui ont passé des heures aujourd'hui dans les ralentissements. Tour d'horizon de ces difficultés avec Claudine Gilbert. Péage de Saint-Arnoux près de Paris, étonnamment fluide en ce samedi classé noir sur la route des vacances. On est parti à 4h, ils avaient annoncé noir à la télé. Et finalement Ça se passe bien. 4 heures et même plus tôt pour certains conducteurs, encore plus prévoyants. On est parti à 3h du matin de Belgique. Les enfants dormaient dans l'auto et ici on prend notre petit déjeuner tranquille. Nous sommes partis à 2h du matin, on s'est levé très très tôt. Pour vaincre l'ennui des passagers, à chaque famille ses petits secrets plus ou moins avouables. On leur donne du sirop contre les nausées et en général ça les casse. C'est comme ça que le voyage se passe bien. Exactement. Avec 4 enfants, c'est quoi le secret pour que ça se passe bien? Le lecteur DVD. Quelques ralentissements dans la vallée du Rhône, 4 heures au lieu d'1h30 entre Lyon et Orange. Lors de la pause, repos pour les parents, jeux pour les enfants. Il y a beaucoup de jeux qui sont aménagés spécialement pour les enfants. J'ai mon fils qui est derrière en train de jouer au handball et qui est surveillé par une animatrice et nous on peut en profiter pour se reposer. Rappelons que sur autoroute, la cause principale d'accident, c'est l'endormissement, l'hypovigilance, la fatigue au volant tout simplement. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent se reposer réellement suffisamment longtemps pour reprendre le volant dans de bonnes conditions. Plus au sud, ces automobilistes ont eu moins de chance, 12 heures au lieu de 6 pour un trajet Metz-Marseille. On a fait 17 km sur 2 heures. On a mis presque 5 heures pour 200 km, 250 km. Demain dimanche, il est conseillé d'éviter les retours entre 15 et 18 heures. Et justement, pour tout savoir sur l'état de la circulation en temps réel sur les routes et les prévisions pour demain, vous pouvez consulter notre application France Info. Une fois arrivé sur place, après un long trajet, il faut encore défaire les valises et s'installer, voire monter sa tente quand on est au camping. Une fatigue largement compensée par la satisfaction de commencer ses vacances quand d'autres sont en train de les finir. À Lacanau, en Gironde, Gladys Quadra et Anthony Capra. Ah, les fameuses tentes vendues pour s'installer en quelques secondes et si difficiles à replier à l'heure du départ pour la Normandie. Là, on a pris un peu de retard ce matin, on s'est levé en retard, le temps de plier 3 tentes. Là, on décolle dans à peu près une demi-heure. Vous en avez pour combien de temps là? 7 heures normalement, mais je pense qu'on va pouvoir rajouter 3-4 heures avec les bouchons. Apparemment, c'est rouge, donc on va voir. Repartir, ce n'est jamais bien facile. C'est le petit pincement au cœur, quoi. Ça y est, les vacances sont finies. On va reprendre le boulot et puis on a bien profité, on a bien bronzé. On repart avec plein de souvenirs, un peu de sable. On a encore de quoi faire des châteaux de sable dans la voiture. Et le sable à Lacanau, ce n'est pas ce qui manque. On remballe correctement, pour qu'il soit propre pour l'année prochaine. On a le sourire encore, mais ça va. On part pas pour reprendre le travail. On a encore 10 jours. Dites-vous au revoir les minettes. C'est le moment des adieux, celui où on échange les adresses. Quand les juilletistes sont sur le départ, les Haussiens prennent leur quartier. Non? Ah, il est là. Ça prend du temps de s'installer? À peu près 1 heure.
Bien entraîné, je pense qu'en 45 minutes, c'est possible. Dans ce camping familial ouvert 7 mois par an, 80 personnes sont employées pour la saison. Ce chassé-croisé du plein été est une période clé de l'année. Au mois de juillet, ce sont plutôt les étrangers. On a beaucoup d'Allemands, des Hollandais, mais aussi tout de même quelques Français. Et puis voilà, au mois d'août, on a plutôt des vacanciers de la région parisienne. Le camping se vide intégralement pour se remplir aujourd'hui et demain avec tous nos vacanciers haussiens. Et ce soir, les Haussiens devraient pouvoir récupérer en dormant sous les pins. Le texte avait été préparé par François Bayrou, l'ex-garde des Sceaux, qui n'était plus là pour le défendre. Après de longs débats très chaotiques, la loi de moralisation de la vie politique a été adoptée à une large majorité par les députés la nuit dernière. Une promesse phare d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Objectif plus de transparence. Alors quelles sont les principales mesures à retenir? Caroline Motte. Voici le résultat du scrutin. Après une semaine chaotique et plus de 50 heures de débat, le projet de loi est adopté à une large majorité. Je crois que le vote que vous venez de réaliser est un grand acte de confiance sur lequel le gouvernement pourra s'appuyer. Je vous remercie. Restaurer la confiance dans la vie politique, c'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle marquée par les affaires. Le projet de loi préparé par François Bayrou avant qu'il ne démissionne prévoit donc l'interdiction des emplois familiaux et la suppression de la réserve parlementaire, cette enveloppe de 130 000 € par an allouée à chaque élu. Des mesures débattues dans un climat houleux à l'Assemblée. Ça devient pénible. Cette semaine a démontré que vous n'étiez malheureusement pas à la hauteur des exigences. Merci beaucoup. Imprécision, amateurisme, les critiques de l'opposition se sont multipliées. On n'a rien compris. Pardon, mais il va falloir améliorer ça. On n'est pas plus bête que vous, hein. On a écouté, on a essayé de comprendre, et à la fin, on comprend que la somme va quand même être quelque part, on ne sait pas où. Prévention des conflits d'intérêts, financement de la vie politique, le projet de loi est dense, mais certains points restent flous selon cet observateur, notamment sur l'instauration de notes de frais pour les élus. Le projet de loi réfère aux assemblées la libre organisation de ces frais de mandat. Alors il y a des promesses de réaliser le remboursement des frais de mandat sur justificatif, mais ça ne reste que des promesses. Et sans transparence, malheureusement, il y aura des dérives et on risque d'avoir des scandales à venir autour de ces frais de mandat. Mardi, députés et sénateurs devraient trouver une version commune à ce texte, mais pour autant, l'image de ce premier débat est loin d'être exemplaire. À l'avenir, Emmanuel Macron souhaite voir ses troupes plus offensives à l'Assemblée. Au lendemain de l'attaque dans un supermarché de Hambourg en Allemagne, on n'en sait plus sur le profil de l'agresseur. L'homme qui a tué une personne avec un couteau et en a blessé 6 autres est un demandeur d'asile originaire des Émirats arabes unis. Il est classé comme islamiste, radicalisé et souffre aussi de problèmes psychologiques. Difficile donc de dire ce qui a déclenché son passage à l'acte. Manon Bougot. C'est un automobiliste qui filme la scène quelques secondes après l'attaque. Des habitants viennent de prendre en chasse l'homme qui a poignardé plusieurs personnes. Il l'encercle, puis lui jette des chaises. L'agresseur en t-shirt gris agite son couteau qu'il tient fermement entre ses mains. Puis il tente de s'enfuir. Mais il sera immobilisé au sol quelques minutes plus tard et arrêté par la police. Il a semé la terreur dans les rues de Hambourg hier pendant plusieurs minutes. Vers 15h, il fait irruption dans ce supermarché et tue un homme de 50 ans. Puis il sort de l'enseigne et se met à courir dans la rue pour frapper au hasard des passants. Nous étions en train de manger dans un restaurant quand soudain des gens se sont précipités à l'intérieur et ont dit « Il y a quelqu'un dans la rue qui poignarde des gens ». L'agresseur est un demandeur d'asile âgé de 26 ans, né aux Émirats arabes unis. Il habitait dans ce foyer de migrants de la ville. Sa chambre a été perquisitionnée. L'homme était déjà connu des services de police allemands. Il avait montré des signes de radicalisation. Il était connu comme islamiste, mais pas comme djihadiste, seulement comme islamiste. La police précise que l'individu souffre de problèmes psychologiques. Sa demande d'asile refusée, il n'avait pas pu être reconduit à la frontière pour des raisons administratives. Depuis hier devant le supermarché, des fleurs et des bougies sont déposées en hommage à la victime.
Le ton monte entre l'Union européenne et la Pologne, en cause une réforme controversée des tribunaux qui, selon Bruxelles, contient des mesures discriminatoires comme des âges différents de départ à la retraite entre les hommes et les femmes. L'Europe a donc donné 1 mois à la Pologne pour suspendre cette réforme sous peine de sanctions financières. Désormais, tout le territoire américain est à notre portée. Ces propos très menaçants sont signés Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. La nuit dernière, la Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique, son 2e en 1 mois, un essai réussi selon le régime. L'engin a parcouru 1000 km avant de retomber en mer du Japon. Une nouvelle provocation condamnée dans le monde entier, y compris par la Chine, l'allié de la Corée du Nord. Revenons maintenant sur ces incendies qui ont dévasté plus de 7000 hectares cette semaine dans le sud-est de la France et en Corse. À Bormes-les-Mimosas, une des communes les plus touchées, on essaye de tourner la page et on compte beaucoup sur l'arrivée des touristes du mois d'août. Mais la population a été marquée et certains ne peuvent s'empêcher de revenir constater l'étendue des dégâts. Reportage de Jocelyn Debro et Alex Gohary. Depuis quelques jours, les collines verdoyantes du Cap Bénat ont laissé place à un panorama devenu presque lunaire. Ce sillon tracé en pleine nature, c'était la promenade habituelle de Dominique Petit. Il revient ici pour la première fois depuis les incendies et il a presque du mal à reconnaître les lieux. Vous le voyez, il n'y a que les chênes de Liège qui ont tenu. Il n'y a que ça qui arrive à... Bon, la verdure, le sol repartira, mais les gros arbres, les pins, tout ça, non, on ne les verra plus. C'est ça qui est désolant. C'est triste parce que... comment on peut faire? Comment on peut faire pour protéger ça? Au total, plus de 1600 hectares sont partis en fumée rien que sur la commune de Bormes-les-Mimosas. Mais pour les commerçants de la région, il faut désormais tourner la page car les Haussiens sont arrivés sur les plages. Ici, l'incendie est arrivé jusqu'à la mer. Après plusieurs heures de voiture, cette famille venue de Limoges s'installe enfin sur le sable. Voilà 20 ans qu'ils viennent ici chaque été. Et cette année, l'atmosphère est un peu particulière. Oui, l'état d'esprit, c'est d'essayer d'en profiter, même si c'est vrai que quand on a découvert le spectacle ce matin, ça fait un pincement au cœur, franchement. Dans les restaurants du littoral, certains commerçants reconnaissent une baisse du chiffre d'affaires liée aux récents incendies. Les gens ont eu peur, au niveau les incendies les ont effrayés, ils ont eu peur de s'approcher de la côte et de la région. Du coup, quelle baisse de chiffre d'affaires? Une belle baisse de 15%. Situé à Artigues, le dernier feu du département est en passe d'être fixé par les pompiers. Les professionnels du tourisme souhaitent reprendre le cours normal de leur saison et les touristes profiter enfin de leurs vacances. Et notez-le, dans quelques minutes, à 20h05, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur vous proposera une émission spéciale en direct de Bormes-les-Mimosas pour revenir en détail sur cette semaine dramatique dans le sud-est. Le mois de juillet n'est pas tout à fait terminé, mais pour les professionnels du tourisme, c'est déjà l'heure d'un premier bilan. Dans le sud-ouest, la météo a été capricieuse et cela a eu des conséquences sur la fréquentation au bord de la mer comme en montagne. Reportage de Marie-Pierre Courtelmont et Jérémy Chantroux. Profiter du soleil de ce week-end pendant le chassé-croisé. Sur la côte atlantique, il s'est fait désirer pendant le mois de juillet. Professionnels et vacanciers en sont bien conscients. Après 3 jours de pluie, le beau temps, ça fait du bien. Ça fait penser au barbecue, aux persillades, c'est sympa. Alors, la météo a été un petit peu capricieuse, mais je vous avouerai que la ville propose pas mal d'activités. On a pu faire de l'acrobranche, on a pu faire de grandes balades. Visiter les villes côtières, l'arrière-pays, certes, mais les commerçants se plaignent, eux, d'un chiffre d'affaires en baisse d'environ 10% sur une année. Dû surtout manque de fréquentation, je dirais, par rapport à la population touristique. On n'a pas trop vu. Bon, et puis évidemment le temps, qui n'était pas de la partie, parce que bon, mais il n'a pas fait beau. Et puis nous, on fonctionne avec le beau temps. Seule la restauration semble tirer son épingle du jeu. On fait attention à tout, le moins. Oui, bien sûr, oui. C'est dur pour tout le monde. C'est surtout le midi que c'est plus calme qu'avant. Le soir, on garde quand même une belle clientèle. De la côte basque aux Pyrénées, ici les touristes ont choisi ce camping-jardin. Seulement 12 emplacements au son des torrents des montagnes ariégeoises, loin du brouhaha des plages.
On ne cherche pas la masse, hein. On cherche à être tranquille, quoi. Disons, nous habitons tranquillement et on continue les vacances tranquillement, quoi. Ce professeur breton en profite pour revisiter ses tableaux en peignant sur des ardoises glanées lors de ses balades. Lui aussi est venu pour des vacances au calme. C'est tranquille, il n'y a pas une foule de touristes. Alors je suppose que pour les Ariégeois, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais pour nous, quand on vient, ce calme et cette tranquillité, quoi. Mais là encore, les professionnels se plaignent d'un début de saison difficile. Bon, ça fait 30 ans quand même que le camping est ouvert, hein. On a amélioré tous les ans les choses et puis on s'aperçoit que le mois de juillet est vraiment très calme. Innover pour attirer toujours plus. Au son d'un requiem de Mozart, l'Ariège a développé depuis une dizaine d'années des visites de sites comme cette grotte préhistorique. On est venu chercher un peu d'histoire et puis je pense emmener les enfants dans des lieux qui permettent de faire vivre l'histoire. Et je crois que ça ils le retiennent évidemment et c'est magnifique. Mais fiancés, culture et vacances ne semblent pas suffire pour faire le plein. Les sacro-saints juillet et août, qui étaient les mois traditionnels de fréquentation forte estivale, se sont un petit peu décalés. Donc on attribue ça notamment aux vacances scolaires qui ont eu lieu assez tardivement cette année. Alors chaque petit village rivalise d'inventivité. Ici, un micro-marché avec le saxophone en bandoulière pour battre le rappel des vacanciers du mois d'août. Après la mer et la montagne, direction la campagne maintenant pour ce concours qui récompense les prairies les plus fleuries de France. Plus de fleurs, ce sont des paysages plus beaux bien sûr, mais cela favorise aussi la biodiversité et cela a même des effets sur la qualité du lait. Le jury se déplace dans tout le pays pour récompenser les éleveurs. Reportage en Franche-Comté de Jean-Marc Chollet et Antoine Laroche. L'assaut est donné. Ils vont attaquer le coteau. Leur mission, observer et juger les plus belles prairies de Franche-Comté. Là, l'objectif, c'est de parcourir la parcelle pour noter un peu comment elle est conduite au niveau fleurs. Voilà. Botanistes, écologistes, producteurs laitiers, ils constituent le jury du concours général des prairies fleuries. Un concours national qui récompense les pratiques agricoles les plus vertueuses et leurs incidences sur la biodiversité. Une prairie fleurie, c'est une prairie où il y a une belle diversité de plantes à fleurs, de graminées. Voilà, donc où on a 30, 40, 50 espèces de plantes, quoi. C'en est une que j'avais jamais vue, par exemple, celle-là. Comment ça s'appelle? C'est une orchidée blanche, je ne sais plus son nom latin exactement, mais elle est quand même très caractéristique parce que les autres sont plutôt dans les couleurs roses ou mauves et celle-ci est blanche, quoi. Il y a quelques années, des prairies aussi riches étaient monnaie courante. Mais aujourd'hui, les agriculteurs coupent l'herbe beaucoup plus tôt dans l'année, donc moins de graines. Les engrais chimiques fragilisent certaines fleurs. Résultat, on ne compte bien souvent qu'une dizaine d'espèces florales différentes, alors qu'ici, elles sont en grand nombre. Myosotis petite oseille, non? Non. Oui, pour centaurée, géranium, grande marguerite, orchidée. Une plus grande variété de fleurs, un régal aussi pour les troupeaux de vaches. Sur l'aspect diététique, oui. Vous allez avoir des espèces qui vont donner un bon goût au foin. Vous avez, au-delà des aspects purement nutritionnels, tous les aspects liés aux maladies, au fait de pouvoir se soigner par les plantes, de tous les oligo-éléments, les éléments qui sont présents en petite quantité. Des vaches en bonne santé et gourmandes, en voici. Ce sont les 35 Montbéliardes de Jean-Paul Girard, producteur de lait à Comté dans la vallée de la Loue. C'est lui qui l'an dernier a remporté le concours Les plus belles prairies fleuries de France. Vous savez ce qu'il y a comme fleurs là? Non, moi je retiens pas les noms. Est-ce que ça coûte plus cher de faire des prairies comme ça? Ah non, beaucoup moins cher. Pourquoi moins cher? Parce qu'on met moins d'engrais, Voilà, on travaille avec nos engrais à nous. Et c'est quoi, c'est-à-dire fumier et puis purin. Si ces vaches coûtent moins cher à élever, elles donnent moins de lait que les autres, mais elles favorisent la biodiversité. Avec ce concours, les parcs naturels de France et le ministère veulent encourager des méthodes d'élevage qui allient respect de l'environnement et efficacité économique.
C'est une série que nous vous proposons chaque samedi cet été, les micronations, des territoires inconnus sans existence officielle mais pourtant bien réelle. Ce soir, une escale rafraîchissante, une micronation au bord de l'eau dans les Calanques, près de La Ciotat, la République indépendante de Figrol. Elle existe depuis 60 ans. Anne-Charline Lambard et Lisa Boumansour. Les cigales sont un indice et les 87 marches un passage obligé. Pour rejoindre la République indépendante de Figrol, le rendez-vous était donné au pied des figuiers. Ne restait plus qu'à patienter. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président? Oui, jusqu'au prochain putsch. Bonjour. Ça fait 22 ans, mais je m'accroche. C'est dur, mais je m'accroche. Et il y a de quoi vouloir s'accrocher. Un nectar de toute beauté, les pieds dans la Méditerranée. La micronation a déclaré son indépendance en 1956. La limite donc symbolique, mais non moins présente, c'est cette ligne-là, là, en pierre que vous voyez. Donc ici, on est en France, et là, on est en République indépendante de Figrol. La carte de France à l'époque n'a pas été chamboulée. Il faut dire que la République compte seulement un restaurant et un hôtel de 7 chambres. C'est la République indépendante de Figrol, avec plein de petites particularités. Et entre autres particularités, on a même notre propre climat. Vous constaterez par vous-même qu'il y a 5 degrés de différence entre le parking, la France, et le fond de la Calanque. Et ça, c'est dû à un microclimat, parce que la Calanque est très végétalisée. Et à Figrol, on compte 1 heure en moins par rapport à la France. Cet endroit à part, les grands-parents de Grégory sont tombés sous le charme dans les années 50. L'indépendance n'est pas un rejet de la France, juste l'envie de mettre en avant sa particularité et la partager. C'est l'esprit de la RIF, mes grands-parents russes émigrés, mon papa pied noir, donc qui a dû quitter le pays où il a grandi, où il a passé la moitié de sa vie. C'est important pour nous et voilà. Donc les voyageurs, on aime ça. Les gens un petit peu hors du système également, on aime ça parce que on est toujours l'émigré de quelqu'un et il n'y a pas vraiment de frontière. La frontière avec la France, elle n'est que symbolique. Il n'y a rien. Et cet état d'esprit se transmet encore aujourd'hui avec la 4e génération. Quand vient l'heure de passer à la caisse, il y a les moyens conventionnels. Oui. Un café, un thé, 5,50 € s'il vous plaît. C'est un moyen traditionnel? Oui, carte bancaire. Il y a aussi, on m'a dit que je peux payer avec ça. Oh, extraordinaire. Des figues en guise de monnaie locale. 1 kilo vaut ici entre 6 et 10 € selon la saison. Pour les autres qui préfèrent la baignade, la République de Figrol réunit 100% des suffrages. L'eau turquoise, c'est très joli, on est sûr d'avoir du soleil. Voilà. Il y a un petit peu de monde, mais ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir à tout le monde, on voit des poissons. Voilà, c'est magnifique. Caché entre les rochers, Figrol permet le dépaysement seulement à 1 km de La Ciotat. Soirée ailleurs qu'en France, c'est ça qui est intéressant. Pour venir ici, pas besoin de passeport. Mais pour devenir citoyen d'honneur de la RIF, la République de Figrol, il va falloir flatter, louer, vénérer son président. Vous pouvez y aller, il n'y en a jamais trop. D'ailleurs, j'ai publié quelques perles. Plus donc vous chantez les louanges de la RIF, plus vous avez de chances de l'obtenir. C'est une république figuière, bananière. Ainsi va Figrol, entre douceur de vivre et humour décalé. L'escale invite à prendre son temps. De toute façon, pour rejoindre l'Hexagone, le visiteur n'est jamais pressé. 2 images de sport pour finir ce journal. D'abord pour saluer l'équipe de France de rugby à 13 en fauteuil qui a conservé son titre de championne du monde hier à Perpignan. La France a battu l'Angleterre en finale en marquant 7 essais, dont 2 dans les dernières minutes. 2 essais qui lui ont permis de s'imposer donc face à son rival d'outre-Manche. Et puis en natation, Camille Lacour, qui participe à sa dernière compétition, s'est qualifiée pour la finale du 50 mètres d'eau des championnats du monde en réalisant le meilleur temps de tous les concurrents. La finale aura lieu demain. Jérémy Stravius, un autre Français, y participera également. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Jean-Marc Souamy. À 20h45, les quarts de finale de l'Euro féminin de football, Allemagne-Danemark. Le soir 3, c'est à 23h, présenté par Sandrine Aramon. Très belle soirée à tous et à demain pour le 12-13 et le 19-20. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.